Chers amis, bonjour. Merci à vous d'être présents pour cette émission La liberté a choisi son camp, l'Ukraine contre Poutine, qui est donc enregistrée et qui sera diffusée à la une d'Opinion internationale samedi à l'occasion du déclenchement des 2 ans de cette sale guerre, de cette triste guerre par Vladimir Poutine. Euh, En quelques mots, j'aimerais commencer par quelques remerciements, si vous me le permettez. J'aimerais remercier dans l'ordre ou dans le désordre, mais tout le monde à égalité. Géorgie Assar Hector, Radouane Kourak, Laurent Tranier, Régis Hector, Daniel Aharon, Corentin Vigouroux, Adrien Avril, ma petite Nour, et bien entendu tous les intervenants qui vont se succéder dans ce débat. Euh, Quelques mots sur Opinion Internationale. Donc, je suis le fondateur d'Opinion Internationale, qui est un média indépendant, engagé pour certaines valeurs qui sont la laïcité, la liberté d'entreprendre, le respect des femmes, le rayonnement de la France en Europe et dans le monde, et quelques autres, j'en oublie, mais ce sont certainement les principales. Opinion internationale existe depuis 13 ans. Un des fils conducteurs depuis maintenant quelques années, c'est le jour où Vladimir Poutine a décidé de la tentative d'invasion de l'Ukraine. Nous avons mis ce petit drapeau européen que vous avez vu tout au début. Je ne sais pas si Adrien peut le repasser à l'écran quelques instants, comme premier soutien à l'Ukraine, à nos amis ukrainiens. Et qui, ce drapeau, me semble-t-il, composé par notre dessinateur Hector, résume, je trouve à lui tout seul, les raisons de notre engagement aux côtés de l'Ukraine. Euh, Nous sommes réunis pour deux raisons. La première, c'est évidemment les 2 ans du déclenchement de cette sale guerre par Poutine, sur laquelle nous allons parler, mais également la parution de ce livre qui est vraiment un très beau livre, ce qui est une forme de journal de guerre du dessinateur ici présent, Hector, et qui revient sur 2 années de dessins de presse pour dénoncer le comportement de Poutine et pour soutenir l'Ukraine, livre que je vous invite à acquérir à la une du site Opinion Internationale sur Amazon ou auprès de votre libraire et sur lequel, bien entendu, nous allons revenir. Mais pour commencer, euh, nous allons avoir donc plusieurs intervenants présents en direct. Nous avons quelques messages vidéo. Plusieurs des intervenants n'ont pas pu être présents au moment qui était prévu, donc nous avons enregistré leurs messages. Mais nous allons commencer par une première table ronde, juste la règle du jeu en quelques minutes. Ça va durer 1 heure grand maximum. Donc, je vous demande à chacun d'aller à l'essentiel pour pouvoir échanger, partager. Et à la fin, nous prendrons 10 minutes pour des échanges, des questions que vous pouvez poser dans le chat et que nous reprendrons si il nous reste du temps d'ici 19 heures. Est-ce que je peux, pour la première table ronde qui va porter sur les enjeux et le ressenti, la situation du moment, 2 ans après le déclenchement de la guerre, demander donc à Franck Menonville, sénateur de la Meuse, que je veux remercier très sincèrement pour votre présence. D'autres sénateurs et députés vont prendre la parole, mais nous avons enregistré leurs messages pour des questions d'agenda, souvent de dernière minute. Et donc, merci, cher monsieur Menonville, d'être personnellement présent. C'est un soutien important que vous nous apportez et que vous apportez surtout à l'Ukraine par votre présence. Est-ce que Allah, Ligula. Liuba Zurbenko est également présent, je vois. Est-ce que Volodymyr Kogyutsiak est là? Volodymyr? Yeah, Voilà, voilà. yeah, Volodymyr Kogyutsiak, c'est bon? yeah, yeah, yeah. Ok, mais on ne vous entend pas, Volodymyr Kogyutsiak. Yeah, Je, Dubrovna, bah. je suis bien là. Ah, très très bien. Alors, il y a une autre personne qui prend la parole, mais dont il faudrait couper le son, Adrien, si vous voulez bien. Voilà. Alors, on va commencer par un échange à trois avec Franck Menonville, donc sénateur de la Meuse, Volodymyr Kogutsiak, vous êtes président de l'Union des Ukrainiens de France et du Congrès mondial des Ukrainiens qui regroupe
toute la diaspora ukrainienne engagée dans cette guerre. Mais permettez-moi de commencer avec Lyuba Zurbenko. Merci Lyuba d'être avec nous. Vous êtes en direct de Kiev. Vous êtes une journaliste ukrainienne indépendante. Vous êtes animatrice de radio. Vous animez, je crois, la matinale dans la radio Piatnitsa. Excusez-moi si je le prononce mal. Et honneur à vous puisque vous êtes à Kiev. Donnez-nous des nouvelles de Kiev et comment se vivent ces 2 ans du déclenchement de cette guerre. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, un grand merci pour ce que vous faites, pour votre intérêt envers mon pays. Ça fait déjà 2 ans que la guerre continue, la guerre à grande échelle, et nous continuons à rester debout, incassables, devant l'ennemi fort, puissant, ruse et cruel. Alors, merci beaucoup à vous, à l'Europe, à la France pour votre soutien parce que c'est très, très important pour nous. En ce qui concerne la situation en Ukraine, bien sûr on a commencé à vivre comme nous n'avons qu'un seul jour, parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer la minute suivante même. Mais à vrai dire, je voudrais parler un tout petit peu en ce qui concerne la situation sur le front, parce que la situation est critique. Nous prions, nous crions, nous avons besoin d'armes, pas en 2025, pas dans 6 mois, mais aujourd'hui et encore hier. Vous le connaissez bien. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup besoin de soutien du peuple européen, du peuple français, parce que c'est nous, les gens ordinaires, qui peuvent influencer les grands hommes politiques à prendre les décisions. Vous savez qu'il y a quelques jours, Avdiivka est tombé, donc les Russes ont pris Avdiivka. Mon ami soldat qui nous protège dans le Donbass, il raconte que son troupe va en position avec des grenades et des fusils d'assaut Kalachnikov. Alors, c'est un miracle qu'ils tiennent le front, mais c'est aussi leur courage et leur grande foi en notre victoire et en votre soutien. Mais pour que vous compreniez mieux l'héroïsme de l'armée ukrainienne, je voudrais dire quelques mots sur Avdiivka. C'était le cadeau de Poutine pour lui-même, pour les 2 ans, l'anniversaire de 2 ans de l'invasion en Ukraine. Et il a tué 16 000 soldats russes en Avdiivka. Et le militaire russe qui a publié cette information s'est suicidé le lendemain. Je ne sais pas si vous connaissez cette information. Pourquoi je le dis? Je veux dire, qu'est-ce qui s'est dit? Si vous regardez la map, vous verrez sa proximité de Donetsk. Si vous prendrez une voiture, le trajet d'Avdiivka au centre de Donetsk occupé vous prendra 25 minutes. Autrement dit, Avdiivka, la ville, l'armée de Poutine n'a pas pu capituler pendant 2 ans. Et ce n'est qu'aujourd'hui, au moment où les livraisons d'armes occidentales ont diminué, qu'il a pu le faire. Ce qui en dit long effectivement, sur la situation qui est la vôtre. Alors je me tourne, on va revenir évidemment sur ce témoignage qui est poignant et qui montre à la fois l'esprit de résistance extraordinaire qui anime les Ukrainiens, qui force évidemment le respect. Et en même temps, effectivement, extrêmement difficile. Alors, je me tourne vers Volodymyr, j'ai perdu le nom, Yeah, Kogutiak. Alors, vous n'êtes pas à Kiev, vous êtes, je crois, en France. Vous êtes vice-président de l'Union des Ukrainiens de France et du Congrès mondial des Ukrainiens. Comment, comment vivez-vous ces 2 ans au niveau de la diaspora ukrainienne en France et dans le monde? Bonjour et merci. De toute façon, je suis invité, du coup, il y a un peu de bruit à l'extérieur. Un petit mot peut-être pour Advil, faire comprendre une chose très importante, c'est que moi, j'ai été à Advivka en 2015. Je rappelle que la guerre en Ukraine a commencé il y a 10 ans. Et en 2015, j'étais déjà dans la ville et la ville tenait depuis 2015. Donc, c'est une ville, certes, c'est une victoire aujourd'hui pour la Russie, mais la Russie, après 10 ans,
pour prendre cette ville-là. En ce qui concerne la diaspora ukrainienne, bien évidemment, c'est beaucoup plus facile de vivre en France ou à l'extérieur en fait de l'Ukraine que vivre en Ukraine, se faire réveiller la nuit par des sirènes, savoir comme l'a très très bien dit cette jeune fille que qu'on peut à tout moment mourir et que chaque jour que nous vivons, ça peut être le dernier jour. Donc, c'est beaucoup plus facile de le vivre à l'extérieur. Et en même temps, c'est beaucoup plus difficile puisqu'on se sent impuissant. C'est pour cela que notamment que l'Union des Ukrainiens de France organise 2 manifestations à Paris par semaine pour donner un certain rythme à la ville de Paris en ce soutien-là à l'Ukraine. On essaie bien évidemment de faire tout ce qui est de notre possible, mais c'est toujours très, très difficile à distance de voir ce qui se passe et se sentir quand même incapable de vraiment changer. Franck Menonville, en tant que sénateur de la République française, j'ai tenu à ce que vous parliez au moment où s'expriment deux Ukrainiens, une Ukrainienne d'Ukraine et un Ukrainien de la diaspora. Comment, en tant que Français, vous percevez ces 2 ans? Alors, quand je dis les 2 ans, c'est vrai que la guerre est beaucoup plus ancienne, puisque l'invasion de la Crimée est bien entendu beaucoup plus ancienne, mais évidemment, depuis 2 ans, Poutine est passé à la vitesse supérieure. Alors vous, monsieur le sénateur, est-ce que la France est toujours au rendez-vous selon vous? Est-ce qu'elle doit le rester et pourquoi? Qu'est-ce que ces 2 ans vous inspirent et à vous en tant que sénateur de la République française? Écoutez, déjà, ça m'inspire un grand respect et une grande admiration pour la résistance face à l'agresseur russe du peuple ukrainien. Comme vous le savez, quand on est sénateur de la Meuse, on est sénateur aussi de Verdun, une terre qui a subi de nombreuses agressions. Voilà, moi, ce que je voudrais peut-être dire à cet instant, et puis surtout dire que la France est au rendez-vous, l'Europe est au rendez-vous, doit le rester, et il faut également que les États-Unis soient au rendez-vous, demeurent au rendez-vous, parce que ce qui se joue au travers de l'Ukraine, c'est l'équilibre démocratique du monde occidental, c'est la sécurité de l'Europe. Et c'est bien évidemment au-delà de cela, c'est la vie quotidienne et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, bien évidemment, mais aussi, il faut pas s'y tromper. Je crois que Poutine est vraiment dans une logique impérialiste. Et si, bien évidemment, nous sommes complaisants avec lui, si l'Occident renonce ou n'est pas au niveau, bien évidemment, il ne s'arrêtera pas là. On connaît les risques qu'il peut y avoir en Moldavie également. Dans les pays, je crois qu'il faut vraiment être derrière l'Ukraine, pour l'Ukraine, mais aussi pour l'équilibre de la sécurité de l'Europe, l'équilibre de la sécurité du monde. Peut-être une chose que je voulais dire, Franck Menonville, vous êtes sénateur de la Meuse, comme vous avez rappelé quel est un des hauts lieux de cette belle région, de ce beau département de la Meuse qui est Verdun. Et c'est vrai que je voulais faire écho à ce que nous a dit Loubna tout à l'heure. En fait, on a vraiment l'impression de revivre la Première Guerre mondiale, les tranchées, la situation souvent désespérée mais jamais totalement abandonnée des soldats, l'arrière qui est beaucoup plus souvent démotivé, ceux qui sont dans un esprit un petit peu de soumission, ça on en reparlera tout à l'heure, au niveau notamment des opinions publiques dans certains pays. Loubna, pour ceux qui vivent à Kiev, vous avez ça en tête? Est-ce qu'on parle de ces souvenirs de la Première Guerre mondiale ou c'est autre chose que vous vivez? D'abord, je m'appelle Luba. Je Louba, voudrais dire, Louba, non, Louba. c'est pas grave, Pardon, Louba, c'est excusez-moi. pas grave. D'abord, je voudrais dire que je suis d'origine de Donetsk. Donc, tout ce qui se passe là, je le sens très bien, je le comprends et je suis au courant de toute situation. Deuxièmement, je suis visité la village détruite, il me semble que ça s'appelle comme ça, près de Verdun. Et j'ai vu les restes des maisons et les grands trous après des canons.
Et je pense que c'est la même chose qu'on aurait en Ukraine, malgré que tout le monde croyait qu'en 21e siècle, la guerre ne peut pas se répéter à cause des technologies, des appareils sans pilote, des drones, de tout ça. Mais en fait, la situation, malheureusement, se répète. En ce qui concerne l'esprit des gens et ce qui sentent les Ukrainiens, je voudrais vous raconter de petites histoires des habitants d'Avdiivka. Ce sont mes amis. L'une a publié le post sur Facebook dans lequel elle disait merci au Dieu que sa maison était détruite parce que le bot russe ne pourrait jamais piétiner ses affaires. Un autre ami d'Avdiivka, je l'ai vu ce samedi, il était complètement ivre, il pleurait parce que dans un bâtiment détruit, son appartement est resté debout. Et il comprenait que les soldats russes vont marauder, qu'ils vont toucher ses affaires très personnelles, intimes, ses souvenirs d'enfance, les photos de ses enfants, etc., 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 tout ce qui était précieux pour lui. Et il pleurait que son appartement n'avait pas brûlé avec les autres. Voilà, ce sont les sentiments des Ukrainiens. Nous essayons de vivre, de fermer les yeux, parce que ça, c'est la psychologie humaine. On veut toujours survivre, on veut toujours, je sais pas, rigoler, croire au meilleur. Donc la vie continue dans n'importe quelle situation, mais nous sommes tous et toutes blessés par cette guerre. Euh, Volodymyr, vous voulez peut-être compléter? Oui, j'aimerais peut-être rajouter également un témoignage, parce que j'ai échangé hier avec un soldat qui revenait du front, qui était en France depuis 3 semaines. Et c'était très intéressant, son témoignage était très intéressant parce que bon, il a été blessé lors d'une bataille. Et il faisait en fait ce qu'ils appellent le nettoyage des tranchées russes. Et ce qui était intéressant, c'est deux choses. Tout d'abord, en fait, là où ils étaient ils étaient dans une tranchée russe, ils se faisaient bombarder par la Russie. Et il a dit que devant ses yeux, il a vu plus de soldats russes tués par les canons russes que par ce qu'ils étaient en train de faire. Donc ça, c'est un premier témoignage pour voir la violence, en fait, de la Russie, mais également pour comprendre à quel point en Russie, tout ce qui compte, c'est le résultat final et pas forcément le nombre, en fait, de personnes qui pourraient en souffrir. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que ces soldats-là, ainsi que enfin, toutes les personnes qui étaient autour de lui, donc des Ukrainiens, euh, quasiment tous étaient blessés et ils ont dû reculer et sortir de cette tranchée parce qu'ils manquaient d'armes. Alors, comme il l'a très bien dit, nous avons des kalachnikovs, nous avons des pistolets, nous avons des balles qui nous permettent justement de tirer. Par contre, on n'a pas assez en fait de grosses munitions de l'artillerie. Et par contre, les Russes, c'est ce qu'ils ont. Du coup, de temps à autre, ils arrivent en fait à rentrer dans des tranchées, à progresser de quelques mètres. Mais là où ils ont le plus de mal, en fait, c'est de faire des grosses progressions puisqu'il manque des munitions. Et on a vu, par exemple, et je terminerai sur ça, le chiffre de Adviivka, où il y a pour une munition ukrainienne tirée, il y en avait à peu près une centaine russes qui étaient tirées sur le côté ukrainien. Merci à vous. Alors, on va parler un petit peu plus tard des besoins de l'Ukraine au niveau notamment militaire, avec notamment Ala Poédi, qui est une consultante indépendante, une géostratège et qui est je trouve, très, très dynamique dans la défense des intérêts de l'Ukraine, notamment sur LCI. Mais une dernière question pour vous, monsieur le sénateur Menonville. Est-ce que le Parlement est derrière l'Ukraine? Alors, en France, il n'y a pas, comme aux États-Unis, de débat. On va dire, très fourni sur la politique internationale et encore moins de vote du Parlement français. Mais quel est l'état d'esprit des parlementaires français à l'heure de ces 2 ans de guerre et à un moment où il faut remobiliser l'opinion publique et expliquer pourquoi il est important de soutenir l'Ukraine? Alors, si on peut donner le son à Monsieur Ménonville. Adrien, alors attendez juste un instant.
Je ne vois plus Monsieur Ménonville. Oui, voilà, excusez-moi, Voilà, ça a super. coupé. Merci à vous. Est-ce que vous avez Oui, entendu la question? oui, 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 tout à fait. Non, on va vous dire que je pense que le soutien, il y a eu différents débats, motions au Sénat et à l'Assemblée. Je crois qu'il y a une unité relativement générale, j'allais dire, à part peut-être plus faiblement chez certaines oppositions, sur le soutien, bien évidemment, le soutien à l'Ukraine. Mais on voit bien aussi que la France seule, même l'Europe, aujourd'hui l'Europe, je crois, qui est le premier contributeur hein, à ce soutien. Il faut, moi je l'ai dit tout à l'heure, mais je crois qu'il faut vraiment qu'on arrive à maintenir une unité au sein de l'OTAN et notamment Europe et États-Unis dans ce soutien-là. Il faut vraiment veiller à ce que les enjeux de politique intérieure au sein de notre pays, au sein de l'Europe, mais également aux États-Unis, interfèrent le moins possible dans cette logique. Je rappelle seulement que cette année est une année importante puisque il va y avoir dans la plupart des grands pays occidentaux de nombreuses élections, les élections européennes, les élections en Grande-Bretagne, les élections aux États-Unis. Et donc, par conséquent, il y a vraiment ces enjeux-là. Et je crois que c'était le président du Sénat ukrainien qui était venu l'an dernier débattre avec nous. Et aujourd'hui, en tout cas, le Sénat français, le Sénat de la République, et j'échange souvent avec Cédric Perrin, le président de la commission. Nous sommes vraiment complètement unis et déterminés dans notre soutien, mais bon, je crois qu'il faut quand même le dire. Hein, la France et l'Europe, on a depuis depuis la chute du mur de Berlin, nous avons baissé un peu notre bouclier de défense. On a plutôt désinvesti, on réinvestit aujourd'hui au travers d'une loi de programmation militaire qui est beaucoup plus ambitieuse. Il y a l'Allemagne également, la Pologne de façon assez extrêmement importante, mais voilà, on a vraiment cet enjeu-là aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Alors là, je vais peut-être un peu bousculer le programme si c'est possible. Adrien, j'aimerais bien qu'on entende Alla Poédi, parce que Alla Poédi a, je trouve, par rapport à ce qu'ont dit nos amis Liuba et Volodymyr, Alla Poédi, est-ce que vous êtes là? Oui, je crois que vous avez le son. Oui, Voilà. oui, oui, Alors, je vous entends. alors, tout à fait. Merci à la Poédie. Alors, j'ai envie de dire, on ne vous présente pas parce que vous êtes, je trouve, une des principales ambassadrices de l'Ukraine sur les chaînes de télévision et notamment LCI qui fait un travail remarquable d'information, de décryptage, de suivi au quotidien de Mm, ce qui se passe en Ukraine. Mais j'aimerais profiter de la présence d'un sénateur. On vous a interviewé pour Opinion Internationale il y a quelques jours et vous a, à la question de savoir quels sont vos besoins, votre réponse a été des armes, des armes, des armes. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en 2, 3 minutes, et je vous remercie pour la concision de vos propos. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un parlementaire, au parlementaire, c'est pas qu'à M. Ménonville, bien entendu, mais à la représentation nationale de votre point de vue en ces jours très difficiles? mm. Oui, quand vous m'entendez parler, je parle souvent des armes et de ce besoin que nous avons en Ukraine. Pardon, parce que j'ai eu un appel. Euh, Depuis 2 ans que la guerre dure, nous avons déjà tous vu est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, parfaitement. On vous entend et on vous Oui, voit. parfait. D'accord. Euh, depuis 2 ans que la guerre dure, nous avons tous déjà vu comment se bat l'armée ukrainienne. Toujours, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, il est par mots et par mots à aller parler à tous les décideurs, à tous les responsables des pays civilisés, je dirais, pour demander des armes. L'armée ukrainienne se trouve toujours en manque d'armement et de munitions. Et malgré ça, malgré cette situation, cette armée, petite armée, je dirais, fait face à la deuxième armée, prétendument deuxième armée du monde, l'armée dont même les États-Unis ont peur et beaucoup d'hommes et femmes politiques ont peur aujourd'hui. Donc, quand nous regardons la situation,
aujourd'hui. On s'est dit, mais c'est que j'ai Oui. j'ai un problème avec le son. Non, on vous entend très bien. On vous entend très Non, bien. vous m'entendez bien? Bon. Euh, Oui, très bien. et finalement, parfait. Et finalement, dans cette situation, aujourd'hui, quand nous constatons le savoir-faire et aussi les capacités de l'armée ukrainienne à résister et faire face à l'armée russe, on se demande, mais la contre-offensive l'année dernière, c'était quoi? Donc, il n'y en avait pas, on a bien compris. Et pourquoi il n'y avait pas contre-offensive? Parce que les partenaires occidentaux n'ont pas livré des armes. Imaginez la même situation, les mêmes savoir-faire, les mêmes connaissances du terrain, des connaissances tactiques et stratégiques de l'armée ukrainienne avec les armes. Donc, moi, j'insiste sur le fait, pour tous ceux qui réfléchissent comprennent, qu'avec les armes, cette guerre aura pu déjà être arrêtée par les Ukrainiens et pas seulement arrêtée, cette guerre aurait pu être gagnée. Donc, la seule chose qui manque, c'est toujours ces armements. Pourquoi on ne nous les donne pas? C'est une autre question. Mais regardez, un autre fait. Aujourd'hui, on parle beaucoup, tous les pays de l'OTAN, les voisins de l'Ukraine et de la Russie, les pays baltes notamment, qui parlent, il faut se réarmer, on va augmenter le budget, on va augmenter notre capacité de défense, on va reconstruire peut-être une force de défense européenne. Mais mes chers amis, j'ai envie de vous dire, combattons ensemble la cause principale de tous vos peurs. Parce que si aujourd'hui vous parlez de se réarmer et aussi faire face à un danger, ce danger vient d'un seul pays et c'est la Russie. Donc aujourd'hui, à la place de mettre toutes vos forces militaires, tous les armements à l'extérieur de la frontière ukrainienne, il faut traverser la frontière. Il faut amener tous les blindés, tous les drones, en tout cas tous les avions, tout ce que vous avez en Ukraine pour aider les Ukrainiens de combattre les Russes, d'arrêter ce mal, d'arrêter ce fonctionnement de régime poutinien. Et après, on pourra voir déjà, je dirais, plus sainement la situation. À partir du moment où il n'y aura plus de danger en Europe et danger dans le monde, on pourra être plus serein et travailler un peu mieux peut-être sur les budgets européens, les budgets otaniens et les budgets de chacun de pays par rapport à sa propre défense. Voilà. Michel, vous êtes disparu. Je ne sais pas si vous êtes là, Oui, je si on suis là. m'entend. Je suis là, je suis là, je suis là. Je vous écoute. D'accord, voilà, Très, je très, vous très revois. intéressant. Et je salue votre dynamisme encore une fois. Je pense qu'il est très communicatif et Merci. il a aidé. D'ailleurs, je dois le dire à nos amis ukrainiens ici présents, vous avez été formidables depuis le début pour relayer les besoins de votre pays, pour avoir beaucoup milité avec des Iraniens, avec des Africains qui ont des problèmes aussi dans leur pays pour certains d'entre eux. Voilà, c'est pas toujours évident de défendre son pays dans un autre pays. Et je trouve que vous avez une très très grande capacité d'adaptation au pays dans lequel vous êtes, et parce qu'en fait vous êtes très français, très européen, tout simplement, semble-t-il, mais c'est quand même pas gagné, c'est pas évident, et bravo. Monsieur Menonville, j'ai une dernière question pour vous avant de parler du livre d'Hector. Euh, euh, en France, l'opinion publique est quand même un peu versatile. On l'a vu, on le voit sur la crise agricole où beaucoup disent mais c'est les agriculteurs français passent avant les Ukrainiens. Il y a une petite musique comme ça qui s'installe. Il y a les défaitistes qui annoncent déjà la défaite, sans parler de ceux qui sont poutiniens, explicites ou cachés. Vous, qu'est-ce que vous diriez en deux mots aux Français pour leur expliquer pourquoi il est important de soutenir l'Ukraine? Ben, moi, en deux mots, je pense que l'Ukraine aujourd'hui est confrontée à une agression de la Russie, et si l'Ukraine venait à perdre ce conflit, Poutine ne s'arrêtera pas là. Moi, j'en suis intimement persuadé. C'est un choc et on voit bien aujourd'hui le monde est en train de se constituer entre des unions contre nature, de dictatures qui désirent faire face aux puissances occidentales, à l'Europe, à nos valeurs de liberté. Et je crois que c'est vraiment ce qui se joue. Je crois qu'il faut vraiment le marteler. Alors, bien évidemment, je suis aussi agriculteur. Alors, il y a bien évidemment cette problématique économique, mais qui doit être réglée euh,
par l'Union européenne au travers à la fois des soutiens, une gestion de crise conjoncturelle, bien évidemment le blé ukrainien qui peut plus s'acheminer sur des marchés orientaux, bah, inonde les marchés occidentaux, ça durera pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est faut bien évidemment faut soutenir notre agriculture. Faut comprendre ce qui conduit à ce que l'Ukraine soit dans cette situation et conduise une déstabilisation du marché qu'ils ne le souhaitent pas, qui n'est pas voulu de leur part. Mais en tout cas, ça doit pas. Moi, je pense il faut faire un parallèle avec l'histoire et notamment ce que nous avons connu il y a 80 ans. Je crois que les renoncements, le manque de courage, nous le payerons très cher à l'avenir. Et donc moi, vraiment, je pense que il faut vraiment faire preuve d'aucune naïveté en la matière. Alors, bien sûr, vous l'avez dit, il y a peut-être des courants idéologiques qui sont plus poutiniens, etc. Bon, bah, ça, c'est autre chose. Mais en tout Oui. cas, c'est très minoritaire. Je pense que dans l'opinion publique française, européenne, et je mets les États-Unis dans le... Parce que moi, je le dis, je pense qu'on fait un gros effort, l'Europe. La France fait un effort important en matière d'armes. On a malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis 89, baissé un peu notre garde en matière de défense. Et aujourd'hui, on voit qu'il faut la reconstituer, la réarmer. Mais c'est aussi avec nos alliés américains qu'il faut vraiment être mobilisé pour soutenir l'Ukraine. Et c'est un enjeu vraiment de sécurité européenne et pas que, parce que je m'autoriserai à faire ce parallèle-là. Je pense que si nous sommes faibles devant l'envahisseur russe, je pense qu'il y a d'autres envahisseurs, et notamment la Chine, qui pourrait se voir aussi pousser des ailes avec Taïwan. Je pense que c'est tout cela, c'est pas de la politique fiction. Je pense que on est dans un équilibre mondial. La guerre froide, finalement, était un temps où les forces étaient équilibrées, on se regardait dans le blanc des yeux. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus déséquilibré et finalement beaucoup plus instable et beaucoup plus dangereux. Et je crois qu'on a vraiment, c'est vraiment la sécurité de nos démocraties libérales et occidentales qui est en jeu au travers de l'Ukraine et ses Et principes, également, et également, monsieur le sénateur, et je partage évidemment tout à fait ce que vous dites, ce qui se joue aussi, c'est notre liberté. Et je voudrais bien maintenant sûr. euh, euh, associer, si vous le permettez, Philippe Hanche et Hector, Régis Hector, euh, qui sont aussi, à leur manière, une manière de témoigner. Njo, Dubrovlada. Ah, alors attention, il y a tout va bien au niveau d'Adrien. En fait, il y a une raison aussi qui a été suggérée par les différentes interventions et qui concerne évidemment notre liberté. Et dans les sociétés libérales, dans les sociétés démocratiques, et c'est aussi le choix qu'ont fait les Ukrainiens, n'en déplaise à Poutine, c'est celui de la liberté, et notamment la liberté d'expression. Et c'est vrai que c'est le thème de notre débat d'aujourd'hui. Je voulais évidemment qu'on parle de sécurité, qu'on parle de besoin des armes, mais il y a aussi le besoin de liberté. Et c'est vrai que Hector, alors on va se tutoyer parce qu'on a l'habitude de se tutoyer. Hector, tu es l'auteur de ce livre vraiment extraordinaire qui est une forme de journal de guerre contenant tous les dessins de presse que tu as dessinés et qui sont exposés en fait à Kiev. Et je voulais te demander d'où est partie cette impulsion de croquer de façon permanente ce conflit alors que d'habitude, tu traites des sujets d'actualité divers et variés. Alors, on va donner le son à Régis Sector. Là, on m'entend, là. Oui, parfait. Euh, Qu'est-ce qui m'a donné? C'était, en fait, moi, je faisais mon boulot simplement de dessinateur de presse et j'avais commencé à illustrer. J'avais commencé à illustrer là, quand les forces russes approchaient de la frontière. Et puis un jour, j'ai fait un dessin qui a été remarqué par Philippe Ange du Centre mondial de la paix, qui est un dessin de Poutine en train d'allumer une grosse bombe en forme de planisphère. Et c'est ce dessin qui a en fait donné le déclic. Parce que suite à ça, Philippe m'a présenté aux gens du musée de la guerre et de l'histoire à Kiev.
Et j'ai commencé à communiquer avec eux, à leur envoyer des dessins. Et ils m'ont un jour envoyé une missive en me disant que c'était très important pour eux, ce genre de support. Bien sûr, ils ont certainement besoin, beaucoup plus, comme vous êtes tout à l'heure, d'armes, etc. Mais ils ont aussi besoin de support moral et que cette forme d'humour que je faisais avec eux sur leur conflit les aidait beaucoup à tenir. Et donc, j'ai continué. Et ça fait maintenant 2 ans que je suis en étroite relation avec eux. Et ce qui a donné un peu le cœur de ce livre aussi. Mhm. Alors justement, tu as cité Philippe Hanche, que je voudrais vraiment remercier pour non seulement pour sa présence, mais pour son engagement, parce que Philippe Hanche, vous êtes le directeur du Centre mondial pour la paix et des libertés à Verdun, centre mondial qui recueille d'ailleurs beaucoup de cadeaux présidentiels que reçoivent les cadeaux diplomatiques que reçoivent les présidents de la République. Et grâce à vous, il y a un cadeau diplomatique qu'a pu faire, je trouve, la France à l'Ukraine à travers la présence du livre de Régis et des dessins de Régis à Kiev. Pourquoi vous avez soutenu ce livre et en quoi il s'inscrit, il est au cœur du projet de votre Centre mondial pour la paix et les libertés? Alors, les choses sont assez simples. Nous avons commencé à travailler sur la crise en Ukraine en 2015, lorsque nous avions commencé à utiliser les cadeaux diplomatiques, notamment sous François Hollande, ceux reçus par François Hollande, pour expliquer les grandes crises. Et en documentant la crise en Ukraine, on a pris une habitude finalement, c'est d'aller au cœur des sujets, de poser des questions aux plus grandes personnalités. Et je me souviens que le président français y avait répondu. Bien sûr, naturellement, lorsque l'agression russe s'est dévoilée le 24 février 2022, il était naturel qu'on aille plus loin dans le soutien à l'Ukraine et dans l'explication de la pédagogie, parce que avant tout, on a un rôle d'expliquer à nos concitoyens ce qui se passe pour qu'ils comprennent et qu'ils se forgent leur propre opinion. C'est ça la liberté. Et cette liberté, elle est aujourd'hui au cœur de la grande histoire européenne, parce que si on regarde cette année 2024 qui s'ouvre devant nous, c'est 2 ans de guerre en Ukraine, c'est 10 ans, 10e anniversaire de la révolution de Maïdan par laquelle les Ukrainiens ont exprimé une volonté très claire. On veut être libre, on veut être européen. C'est 20 ans d'adhésion et d'élargissement européen aux pays baltes et aux pays de l'Est. C'était une volonté à ce moment-là, des pays de l'Est d'aller vers un système qui est avant tout motivé par la liberté et la volonté d'échapper à l'ancien système soviétique. C'est aussi 35 ans de chute du mur de Berlin. Là encore, une volonté exprimée d'échapper à un joug fort qui était celui de l'Union soviétique. Donc on voit qu'on est dans cette logique de la grande histoire européenne qui se construit au travers d'un espace de liberté face aux enjeux d'un monde multilatéral, complexe, où il y a des tentatives, des tentations de régimes autoritaires qui s'allient, qui ont des alliances de circonstances, comme la Chine, comme la Corée du Nord et la Russie, et puis peut-être même d'autres. Mais on a besoin d'expliquer ça à nos concitoyens parce que finalement, on est loin de l'Ukraine, on est loin de ce quotidien où, comme le disait Liuba, on ne sait pas ce que sera demain. Entre les bombardements qui peuvent intervenir à tout moment, les sirènes d'alerte et une agression russe que beaucoup pensaient infaisable, impossible, quelques jours encore avant le 24 février 2022, on voit bien que la situation est totalement improbable. Alors justement, vous parlez de Liuba Zurbenko. J'aimerais me tourner vers vous, Liuba, si vous le voulez bien. Est-ce que ce n'est pas un peu anachronique, paradoxal, décalé, d'avoir un livre de dessin de presse, un livre qui manie l'humour, un livre qui acerbe, un livre qui est libre, au cœur de batailles féroces que vivent votre pays? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, qu'est-ce que j'en pense? Moi, voilà, c'est mon exemplaire en moi. Je le relis souvent pour remonter l'esprit, le moral. Quand je suis un peu déçue, quand il y a des sirènes, moi, je regarde ce livre et moi, je trouve vraiment que c'est un chef-d'œuvre, un petit chef-d'œuvre parce que d'abord,
Se moquer d'ennemis, c'est très important pour nous, les Ukrainiens simples, et pour nos soldats aussi et surtout. Quand ils le voient faible, quand ils le voient rigolo, ça leur donne aussi des forces pour résister. Et en plus, ce livre, c'est l'histoire de la guerre illustrée. Alors même les enfants, en regardant les images, ce n'est pas pour les enfants, bien sûr, mais même les enfants Il y a peuvent des dessins comprendre. un peu. Il y a le dessin, c'est le dessin le plus aimé de mon ami soldat. Il me dit que voilà, c'est l'image de Poutine le plus vrai. D'accord. D'ailleurs, ce que j'ai oublié de dire, c'est que le livre est préfacé par Mikhail Podolyak, qui est le conseiller du président Zelensky. Alors, c'est qui le conseiller Podolyak, en fait? Est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que c'est un conseiller comme les autres? Euh, mais c'est le membre de l'équipe de président Zelensky. C'est une personne qui influence parfois les décisions des présidents, qui lui donne des conseils, qui peut communiquer avec notre président en cravate et sans cravate, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est un grand ami de l'Ukraine et de l'Europe, parce que nous avons tous les mêmes valeurs. Et on peut compter sur notre président, nous les Ukrainiens, nous avons de la chance d'avoir le président Zelensky, parce que sinon, on ne sait jamais où on était maintenant. Et son équipe aussi, on peut en avoir confiance. Tout à fait. Alors, je vais demander, merci à vous, je vais demander à, excusez-moi, euh, je suis perdu dans mon conducteur. Euh, Hector, qu'est-ce que Hmm. ça fait de savoir que euh, ce que vient de dire en fait Liuba, qu'est-ce que ça fait de savoir que des dessins en fait sont sur un terrain de guerre? Je crois aussi qu'il y a il y a des tracts qui ont été distribués de vos dessins, de tes dessins à des soldats et j'espère qu'on arrivera à trouver les moyens de diffuser le livre en ukrainien à grande échelle à tous les soldats ukrainiens parce qu'effectivement, je pense que le moteur est un véritable, l'humour est un véritable moteur de vie. Mais qu'est-ce que vous ressentez en tant que dessinateur? Moi, je suis très honoré et si je peux être si je peux être le 13e homme de l'infanterie ukrainienne face à l'invasion de Poutine, ils peuvent compter sur moi. Qu'ils sachent que jamais je remettrai encore un capuchon sur mon feutre tant que que le conflit durera. C'est-à-dire, tant que le conflit durera, je serai avec mes armes, mes crayons pour les aider. Et franchement, pour moi, c'est vraiment un honneur et de savoir que ça les encourage, que ça leur fait plaisir, que ça leur donne de la force et de la vitalité. Eh ben, que demander de plus? Je crois que j'aurais réussi mon pari et j'aurais enfin donné un sens à mon travail. Je voudrais donner la parole aussi à Madame Svitlana Spenley. Euh, Bonsoir Madame. Vous êtes présidente de l'association Women for Ukraine, basée je crois à Strasbourg, si belle ville de Strasbourg. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on peut vérifier que vous ayez le micro? Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous inspire ce débat sur la liberté d'expression en vous en tant qu'Ukrainienne et française, parce que vous vivez, je crois, en France depuis longtemps? Oui, en effet. Je suis en France depuis 2000, que je suis venue refaire mes études. Donc, j'ai fait une licence, un master, un doctorat en sciences politiques. Et puis, j'ai fini l'ENA en 2009. Et donc, l'année dernière, exactement le 23 février 2023, nous avons enregistré notre association Women for Ukraine. Tout simplement pour la simple raison qu'on voulait, à part nos envois d'aide humanitaire, apporter des projets vraiment d'une ampleur tout autre, si vous voulez, et qu'on mette l'Ukraine devant la scène
et surtout après le 7 octobre l'année dernière, quand l'Ukraine tout d'un coup a disparu des écrans, notre mission s'est avérée très, très utile. Donc, j'ai fondé Women for Ukraine avec quatre vraies Ukrainiennes parce qu'en fait, je suis d'origine ukrainienne, mais avec des papiers. Enfin, je suis née en Moldavie, donc je suis une Moldave française maintenant, mais d'origine juive et ukrainienne, puisque ma grand-mère est partie d'Ukraine dans Alors, les 30 du siècle alors, dernier. merci pour cette présentation, mais pour rester sur le sujet de la liberté d'expression et de Oui, l'humour au service de la cause ukrainienne. Ça vous- justement. Donc, ce livre, il est tout à fait dans du sujet de notre association, puisque vous savez, l'Ukraine, enfin les Ukrainiens, c'est un peuple qui a une capacité étonnante de résilience, mais aussi d'humour. Euh, cofondateurs, trois des Ukrainiennes qui ont cofondé avec moi Women for Ukraine viennent d'Odessa, qui est une ville qui est vraiment, comment dire, la ville patrie de l'humour à l'ukrainienne, si vous voulez. Et une fois que la guerre elle sera finie, je vous invite tous à aller avec nous à Odessa. Vous verrez, enfin, vous sentirez par vous-même cette charge, l'humour très acerbe, mais très fin, si vous voulez. Et ce livre, c'est vraiment, moi, j'ai trouvé mais génialissime. C'est parce qu'il manie d'une force tellement, Tout à fait. Euh, comment dire, elle combine tellement bien et l'humour et et qu'elle le a sérieux de vraiment l'engagement. une capacité d'aller au sujet, enfin, vraiment au cœur du sujet, voilà, tout simplement. Alors, Donc, je m'engage certainement avec mon association de présenter ce livre dans tous les collèges, lycées que nous allons voir pour nos propres projets et, euh, et que je présenterai aussi cette année, puisque vous savez bien que cette année, Strasbourg, c'est la capitale du livre. Donc, je vais certainement, avec l'association Women for Ukraine, faire un projet concernant ce livre et pour le présenter, et parce qu'il merci mérite bien. merci beaucoup, madame. Strasbourg Avec étant plaisir. aussi la capitale européenne des droits de l'homme et capitale, co-capitale de l'Union européenne. Euh, alors, j'ai pris une décision parce que le temps passe vite, mais les vidéos de Anne Genetet, députée et chef de la délégation française auprès de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, de Philippe Folliot, sénateur du Tarn et membre de la délégation française à l'OTAN, de Florent Coury, qui est auteur du livre Engagé volontaire aux éditions Flammarion, seront intégralement diffusés sur le site internet dès demain pour pouvoir permettre de tenir le timing des prises de parole. Mais il y a deux messages que je voudrais diffuser qui sont très courts, qui durent 2 minutes chacun. Si vous voulez bien y être attentif, sont les messages de Nadia Sologoub, qui est sénatrice de la Nièvre et qui est la présidente du groupe d'amitié France-Ukraine au Sénat, et le message de Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, une sénatrice, un député, qui ont chacun des rôles importants dans le sujet et qui ont tenu absolument à apporter leur soutien. Adrien, si tu veux diffuser d'abord Nadia Sologoub, et puis ensuite on va enchaîner avec Jean-Louis Bourlange, ça va durer 4 minutes chrono en main, et après je redonnerai un dernier tour de table à chacun des intervenants présents dans la salle. Merci. Donc, à l'égard des Ukrainiens, euh, tenez bon. On sait que devant nous, il y aura une montagne parce que même quand cette guerre se sera terminée, la montagne de la reconstruction ne sera pas rien et la montagne de la reconstruction matérielle d'un pays, mais aussi la reconstruction des hommes. On va se trouver avec une génération de traumatisés, ça va être quelque chose de colossal à gérer et ce jour-là, il faut leur promettre qu'on sera à leur côté. À l'adresse des Français, je voudrais dire un immense merci à tous ceux qui ont fait preuve d'une très grande générosité en ouvrant leur cœur et leur maison à des femmes, à des enfants qui sont arrivés du jour au lendemain, en laissant leurs hommes, leurs maris, leurs pères derrière eux. Et
Maintenant, on se trouve, je dois vous dire, au bout de 2 ans, confronté à des difficultés techniques et matérielles pour l'accueil des Ukrainiennes et des enfants et des personnes âgées en France, parce que rien n'est calibré pour ça. Et parce que du côté du gouvernement, maintenant, on est un petit peu dans le déclaratif, à savoir que les moyens sont plus là pour les accueillir et que tout repose sur les épaules et sur le bon cœur des populations françaises et des collectivités, parce que les communes font un travail extraordinaire au service des populations accueillies en France. Et voilà, il faut que le gouvernement soit toujours à ce rendez-vous et je dois signaler qu'il ne l'est plus. Et enfin, je voudrais aussi adresser un message aux populations russes. Parce que ces derniers jours, nous avons d'autant plus à l'occasion du décès tragique d'Alexei Navalny, rêver de nouveau que se dresse une autre Russie. Il incarne une autre Russie. Au premier jour de ce conflit, moi, j'ai espéré que Poutine serait seul et que le peuple russe aurait la force ou la possibilité technique. Bien sûr, je ne peux pas juger de se dresser. Des milliers de Russes se sont dressés pour s'opposer à cela. Des milliers de Russes déplorent ce qui se passe. Pour finir, on ne sait même pas ce que les Russes savent. On ne sait même pas à quel point la désinformation et la liberté d'expression étant tellement étouffées dans ce pays, on ne sait même plus ce qu'ils savent. Mais on espère tellement que se dresse une autre Russie dans ce conflit, et on sait qu'elle est là, et on sait qu'elle existe, et moi j'y crois encore. Alors, ça, c'était pour le message de Madame Sologoub. Et maintenant, Jean-Louis Bourlange, qui est président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale et un grand Européen de très longue date et dont je salue le parcours et l'engagement. Je ressens deux choses. D'abord, un sentiment de profonde solidarité avec le peuple ukrainien, dont je salue d'abord la vaillance. Personne, il faut le dire, n'attendait d'un pays comme l'Ukraine qu'il fût capable de résister avec la force, le courage et le succès qui ont été les siens à cette invasion que tout le monde, à commencer par le président Poutine, pressentait comme une sorte de promenade de santé pour l'armée russe. La deuxième chose que je ressens, c'est le besoin, c'est un message, de persévérance. Je crois que les Ukrainiens ont beaucoup payé en termes de souffrance, en termes de vie humaine, en termes d'appauvrissement, de ruine, de destruction de leur vie matérielle, ont beaucoup payé au cours de ces 2 dernières années, et il ne faut pas qu'ils soient assaillis par le doute, car en réalité, ils ont gagné. La Russie n'a pas gagné, donc l'Ukraine a gagné. L'Ukraine n'a pas perdu, donc la Russie a perdu. Mais ce qu'on attend maintenant, c'est quelque chose de très dur, c'est la persévérance, c'est l'inscription du combat dans une durée qui peut être longue, et un combat dans lequel les forces amies de l'Ukraine, à commencer par la France, doivent jouer pleinement leur rôle d'assistance et de soutien. Et pour ce qui me concerne, je suis de ceux qui agitent en permanence les grelots pour qu'on ne fasse pas défaut à l'Ukraine et qu'on l'aide à soutenir son combat pour la liberté et pour la souveraineté. Alors, juste pour conclure, je vais proposer à chacun des intervenants de prendre la parole 30 secondes, 1 minute grand maximum, pour un mot de conclusion sur le mot que vous retenez et sur un message d'avenir qui est le vôtre. Je vais commencer avec Ala Poédis, si Ala veut bien. Je suis là, oui. Avec plaisir. Merci, Ala. Oui, voilà. La seule chose qu'il faut retenir, il faut que tout le monde soit conscient, c'est que nous n'avons pas le choix. Nous devons gagner cette guerre. Et il y a un seul moyen de gagner la guerre, et je vais le répéter, c'est donner des armes. La France a beaucoup d'armes en conservation. Donc les Français, tout ce qui est
tous ceux qui peuvent décider. Il faut regarder que le danger, n'oubliez pas, vient de la Russie. C'est le moment d'arrêter cette Russie. Donc, il faut donner tous les moyens. Et bien évidemment, le soutien est là, mais attention, nous sommes en face de la propagande russe qui travaille. Ils mettent beaucoup de moyens, beaucoup plus que nous. Et nous pouvons nous retrouver à un moment la vague de désinformation où les citoyens simples ne pourront plus comprendre où est la vérité, où est le mensonge. Ils ne vont plus soutenir concernant l'Ukraine. Faisons très attention, il ne faut pas faire durer le conflit parce qu'on peut pas, on peut perdre à cause de ce problème. Soyons conscients, donc finissons-en vite et pour cela, donner les armes, tout ce qui est en conservation déjà. Des Et armes, slava Ukraine. comme vous l'aviez dit, des armes, des armes, des armes. Svitlana Shpenley, Merci. en un mot. En un seul mot, il n'y a aucun doute pour moi, mais aussi bien pour les réfugiés avec laquelle notre association travaille au jour le jour. L'Ukraine va gagner. Et je m'adresse à tous ceux qui prennent des décisions. Oubliez votre naïveté et mettez-vous à jour. Soyez conscients que si l'Ukraine cède, la Russie ne s'arrêtera pas là. Et franchement, il ne s'agit plus des pays baltes, de la Moldavie ou des pays limitrophes de l'Ukraine. Je veux dire, tout le monde, enfin l'Europe et aussi les autres continents sont en danger. Donc, donnons à l'Ukraine ce qu'elle demande et en fait, juste donnez ce que vous avez promis. Et il n'y a pas, il y a pas besoin de plus. Je veux dire, c'est ces armes qu'on a données aux pauvres Ukrainiens et qui sont en plein champ, sans munitions, mais ils servent absolument à rien. Donnez des Césars, donnez aussi des munitions pour les Césars et tout, vous avez promis. Et personne ne vous demandera quoi que ce soit d'autre. Voilà, Euh, je vous embrasse merci, et je vous remercie de m'avoir invité et sachez que nous serons toujours là pour vous. merci beaucoup. Philippe Hanche, mettez le son, juste, il faut mettre le son pour Philippe. Adrien, s'il est possible de mettre le son pour Philippe Hanche. Si. Je vais Merci. choisir trois mots, Michel, c'est pédagogie, engagement et innovation, parce que ce sont trois mots qui sont essentiels à ce que nous puissions faire œuvre de pédagogie pour faire comprendre à nos concitoyens la situation et leur permettre effectivement de se forger une opinion indépendante. Alors, innovation, parce que ça doit passer par les dessins de Régis Sector, par des photos, par toutes les initiatives qui permettent de faire comprendre ce qu'est la situation et la culture ukrainienne qui est autonome, indépendante. On invite le chef Yevgeny Podenko à présenter la recette du bord, lui qui l'a défendu devant l'UNESCO. C'est aussi une façon, voilà, de dire à nos concitoyens ce qu'est l'Ukraine, quelles sont ses valeurs et que ce sont des valeurs européennes, des valeurs de liberté que nous défendons. Merci, merci Philippe. Hector, Régis Hector, votre mot de conclusion? Ben, mon mot de conclusion, c'est courage, courage. J'espère ne pas être obligé de faire un tome 2. C'est-à-dire, si je ne fais pas tome 2, c'est que l'Ukraine aura gagné et nous aurons gagné. Mhm. Tout à fait. Volodymyr, votre mot de conclusion, c'est peut-être un rendez-vous. Euh, vous, Qu'est-ce qui va se passer samedi à Paris, en France et partout dans le monde? Vous êtes vice-président de l'Union des Ukrainiens de France et du Congrès mondial des Ukrainiens. Donnez-nous rendez-vous samedi. Tout à fait. Juste avant de vous donner le rendez-vous, je voulais tout d'abord profiter en fait du fait qu'il y a des sénateurs parmi nous et des gens, des élus qui ont passé pour dire un grand merci justement à toutes ces personnes-là, des élus bien évidemment qui défendent l'Ukraine et qui continuent de le faire. On le sent, on le ressent tous les jours et un grand merci à vous. Je voulais également en fait parler du mot qui m'a choqué peut-être durant cette conférence, durant ces vidéos pour dire, j'ai entendu quand même cette phrase qui disait l'Ukraine a gagné. Enfin, l'Ukraine n'a pas gagné. Et l'Ukraine ne gagnera pas toute seule. Ça, il en faut être conscient. Et je ne veux pas répéter la même chose, en fait, sur les armes ou sur d'autres besoins qui ont été cités. Mais toute seule, l'Ukraine ne gagnera pas.
L'Union européenne est une famille. L'Ukraine fait partie de l'Europe et c'est que tous ensemble qu'on gagnera. Et pour terminer, justement, le 24 février, donc ce samedi, partout en France, nous allons nous retrouver pour des événements divers qui vont se dérouler pour ce triste anniversaire de l'invasion sur l'ensemble du territoire ukrainien par la Russie à Paris, 14 heures. Place de la République, nous allons faire une marche, il y aura des élus, il y aura des associations, donc ce sera très intéressant. Et également dans le monde, puisque je suis donc vice-président du Congrès mondial des Ukrainiens du monde, on a compté déjà plus de 500 événements qui se dérouleront le même jour, après à la même heure, pour soutenir tous ensemble l'Ukraine. Et grand merci à vous pour pouvoir passer sur votre... Merci. D'ailleurs, nous serons présents samedi avec Régis Septor et l'équipe. Franck Ménouville, monsieur le sénateur, votre mot de conclusion? Attendez, juste on va mettre le son. Excusez-nous, monsieur Ménouville. Voilà, c'est bon. Oui, c'est bon. Non, tout simplement, notre soutien indéfectible à l'Ukraine est absolument nécessaire. L'Ukraine doit gagner. Il en va bien évidemment de son avenir, mais aussi de notre avenir. Je crois que j'ai beaucoup apprécié, je crois que c'est Sylvana, je reprendrai pratiquement ces mots mot pour mot. Je crois qu'il ne faut pas être naïf. Poutine ne s'arrêtera là et donc il faut qu'on l'arrête aux frontières de l'Ukraine. Il faut qu'il reparte. Il faut que la Russie respecte les frontières de l'Ukraine et évidemment, il faut que chacun dans notre rôle de parlementaire, d'élus engagés, nous puissions euh, poursuivre cette mobilisation et bien évidemment, il faut qu'on participe à la mesure du bien, mais surtout selon la nécessité de l'approvisionnement à l'armement de l'Ukraine. Mais je le dis, c'est aussi un vrai défi aussi industriel. Il faut que nos industries fonctionnent aussi à fond pour produire des armes, des munitions, parce qu'on peut pas non plus se démunir. Donc c'est vraiment un enjeu à la fois industriel, d'économie de guerre, même si nous ne sommes pas en guerre, mais en tout cas nous devons accompagner l'Ukraine dans cette guerre et vraiment voilà, je crois on a une immense reconnaissance pour la bravoure et le courage de ce peuple qui lutte. Et puis, je voudrais reprendre aussi les propos de mon ami, puisqu'on siège dans le même groupe, Nadia Sologoub. J'espère aussi que, parce que moi, je suis un admirateur de la culture russe, et donc j'espère que le peuple russe, qui mérite mieux que le régime qu'il a, aura la capacité un jour de faire le choix de la liberté, de la démocratie et du progrès. Voilà. Merci, monsieur le sénateur. Et je vais encore une fois remercier également la députée Anne Genetet, le sénateur Philippe Folliot, dont on diffusera l'intégralité des prises de parole, comme celle de Mme Salogoub et de monsieur Bourlange après-demain pour les 2 ans de cette guerre. Le dernier mot, je voulais absolument le laisser pour Lyuba Zrobenko avant que je ne conclue, parce que vous êtes journaliste au cœur de la guerre. Et je pense que ça, à Moscou, il n'y a pas cette liberté. Je voulais vraiment saluer votre courage, votre liberté de ton. Et le dernier mot sera pour vous, si vous le voulez bien. Mais le dernier, mais il y en aura beaucoup d'autres. Merci. Alors, on vous entend plus. Ouais, merci. Voilà. Alors, merci. Oui, je suis journaliste et pour ça, c'est la raison pour laquelle depuis 2 ans, je ne vois pas ma famille qui reste sur le territoire annexé. Je ne peux pas y aller parce que pour arriver en Russie avec un passeport ukrainien, quand tu arrives avec un passeport ukrainien sur un territoire annexé, tu passes dans un camp de filtration et on prend ton portable, on t'interroge, tu y passes quelques jours et souvent tu n'y sors pas. Donc moi, je n'ai pas de possibilité de voir ma famille parce que je serais emprisonnée tout de suite. Mais en ce qui concerne le sujet de notre discours d'aujourd'hui, je voudrais terminer par ce que le temps joue pour Poutine. Il est dangereux, il est rusé, il est cruel,
il ne s'arrêtera devant rien, mais nous, les Ukrainiens, n'en avons pas peur, nous vaincrons sans doute, nous rentrerons la paix en Europe, mais nous avons beaucoup besoin de votre soutien, d'armes et de confiance. Et aujourd'hui, la durée et le prix de cette guerre dépendent de la position et de la vitesse de l'Europe et de France notamment. Merci. Merci. Il y a une chose que dit Anne Genetet dans l'interview qu'elle nous a accordée. Elle est députée française et elle est la présidente de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. C'est qu'en fait, on est en train d'entrer dans une économie de guerre. Et c'est une réalité. Et je pense qu'on ne pourra pas y échapper. Et il faut avoir l'honnêteté, je pense, de le dire. C'est le prix de la liberté. Et cette liberté, elle est évidemment si précieuse. Mais c'est peut-être pas là-dessus que je voudrais terminer. Moi, je voudrais terminer sur un symbole. En fait, moi, depuis plusieurs années, je porte des cravates et des chaussettes oranges qui sont le signe du respect des femmes. Parce que il y avait à une certaine époque aux Nations Unies, tous les 25 novembre, une journée orange avec l'illumination de monuments dans le monde entier en orange pour soutenir la cause des femmes. Mais écoutez, aujourd'hui, et puis depuis un certain temps, ma cravate orange est le signe du soutien à l'Ukraine. Il y a eu une époque, vous avez eu une époque, votre révolution orange, qui était parmi les prémices de la liberté que le peuple ukrainien a choisi. Et voilà, ça vient du cœur et vraiment, on est de tout cœur avec vous. Je vous invite vraiment à lire, pour ceux qui n'ont pas Ma guerre illustrée d'Ukraine d'Hector, sur lequel on va beaucoup travailler parce que notre objectif avec Régis, je vais vous le dire, c'est que tous les soldats ukrainiens puissent avoir ce livre dans leur poche, dans un livre de poche, parce que effectivement, je pense que l'humour et le sarcasme permettent de tenir et sont des vrais moteurs. C'est un missile, ce livre. C'est un missile. C'est une arme de soutien massif à l'Ukraine et je pense que modestement à notre niveau, il peut être apporté. Alors évidemment, l'engagement militaire, il est très important. Il y a Florent Coury également dont on diffusera l'interview, qui est un des premiers Français qui est parti au front ukrainien à deux reprises pour apporter son soutien. Et c'est vrai que, Monsieur Menonville, je crois que vous êtes toujours là. Moi, je regrette qu'il y a maintenant 40 ans, le service militaire ait été supprimé en France parce que, effectivement, il faut l'humour, il faut la liberté, mais il faut aussi des armes et il faut savoir les manipuler. Et c'est vrai que notre pays n'a peut-être pas la même capacité d'action. En tous les cas, espérons que nous allons l'avoir dans les mois et les années qui viennent. Alors, je voulais vous remercier. Samedi, on sera de tout cœur avec les Ukrainiens pour ces tristes 2 ans de guerre, mais on va continuer évidemment à faire savoir votre sort et appeler à vous soutenir. Et merci encore une fois à tous les intervenants de ce Zoom qui sera diffusé donc en intégralité sur le site Opinion International dès samedi prochain. Merci à vous et bonne soirée et courage à tous. Merci. Qu'on avait au début, cher Adrien. Merci.